J'ai préparé quelques transparents. Je vais, si vous le voulez bien, essayer de vous expliquer la transformation qu'a subie France Télécom depuis administration jusqu'à entreprise, toutes les réflexions qu'on a pu avoir sur comment être plus... alors, je ne fais pas la différence entre efficacité et efficience, vous m'excuserez. On essaye de bien servir nos clients et effectivement, on a de toute manière, les ressources que nous utilisons sont coûteuses et donc chacun est comptable finalement des ressources qu'il utilise au sein de l'entreprise et chacun a une pression, je dirais, pour les utiliser le mieux possible. Je ne sais pas si c'est de l'efficacité ou de l'efficience, mais en tout cas au quotidien, c'est un peu cette pression. Donc je voudrais vous raconter un peu cette histoire, comment est-ce qu'au fur et à mesure on s'est transformé. Et puis la deuxième partie de mon exposé est ma vision d'ingénieur assez naïf sur comment les technologies de l'information peuvent apporter peut-être quelque chose au système de soins. Donc je voulais vous présenter quelques idées, peut-être un petit peu provocatrices et lancer un petit peu la discussion. Donc normalement une présentation qui devrait être bien en deçà des 30 minutes pour laisser la place aux discussions. Donc petit détour par l'histoire. Dans les années 1970, nous n'étions pas une entreprise, on était une administration, on s'appelait la Direction Générale des Télécommunications, au sein du ministère des PTT. Et si je me place dans les années 70, la blague voulait à l'époque que la moitié de la France attende le téléphone et l'autre moitié la tonalité. Le niveau on avait à peu près autant de téléphones en France que la Corée du Sud, dans les années 70. Donc on était dans un état pitoyable et les gouvernements, à partir de, je dirais, 1974, sous le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, ont engagé un énorme plan de rattrapage téléphonique. Et c'est finalement ce qui a été un peu le récit fondateur de ce que nous sommes aujourd'hui, en tout cas pour la partie française. Donc, ce plan s'appelait le Delta LP. Pour dire LP, c'était les lignes principales, les lignes de téléphone. Et le plan Delta LP, c'était un plan de rattrapage. Donc, l'objectif unique de l'organisation, c'était la croissance. La croissance, non pas du chiffre d'affaires, mais la croissance du nombre de lignes téléphoniques. Et on s'était organisé pour être le plus efficace possible dans ce domaine-là, tout en restant une administration. Donc, pour nous, l'échelon était ce qu'on appelait la direction opérationnelle, qui était au niveau d'un département. Et en parlant avec mon collègue de la Défense, on s'est rappelé du temps où le préfet avait à sa disposition l'ensemble des départements techniques. Donc il avait la direction de l'équipement, la direction des services financiers, la direction de la sécurité civile et la direction locale des télécommunications, qui était à sa disposition. Et dans les années 70, précisément à cause du rattrapage téléphonique, nous avons obtenu du gouvernement la possibilité de nous financer nous-mêmes. Donc, ce financement a été le début de la liberté parce que nous sommes endettés sur le marché international. On a créé une caisse nationale des télécommunications qui était garantie par l'État et les emprunts émis par cette caisse finançaient le rattrapage téléphonique. Donc, ça n'a rien coûté aux contribuables français puisque, en fait, c'est l'emprunt qui a été remboursé par l'organisation. Donc, on a disposé de ressources financières qui étaient très importantes. Et ces ressources ont été, je dirais, un peu le début de l'émancipation. D'abord par rapport à la Poste, puisqu'au départ, on était historiquement un département de la Poste. Et puis, petit à petit, on a pris notre envol. Il y avait une direction régionale qui chapeautait ces directions opérationnelles. Et la direction régionale, en fait, n'avait pas d'autre rôle que de consolider les données qui venaient des directions opérationnelles. Et pour vous donner une anecdote, quand j'ai commencé dans France Télécom, j'ai fait un stage au 13, qui était donc les dérangements en Bretagne, à Morlaix. Et après, je suis allé à la direction régionale. Et là, il y avait des gens qui étaient chargés de remplir les tableaux. Les ordinateurs n'existaient pas. Donc, en fait, on récupérait les tableaux qui venaient de chacune des directions opérationnelles. Et il y avait des gens qui mettaient des bâtons pour compter le nombre de dérangements. Donc, la direction régionale, son seul objectif, c'était de mettre des bâtons et après de vérifier qu'on avait bien les critères opérationnels. Et au niveau infra-DO, il y avait 3 établissements. L'un qui était chargé de construire les lignes, il s'appelait le centre de construction des lignes. L'un qui était chargé de gérer les commutateurs et l'un qui était
plus ou moins l'interface commerciale, mais qui était un peu le parent pauvre à l'époque. Pour faire ce Delta LP, on a fait appel à des recrutements massifs. Dans les années 70, on a embauché énormément de fonctionnaires sur titre. Donc en fait, il y avait des concours, mais on embauchait les gens par vague, qui étaient grosso modo à bac plus 3, bac plus 4. Ils avaient déposé des dossiers sur titre et ils devenaient fonctionnaires. Et dans le même temps, on embauchait aussi pas mal de contractuels, cette fois-ci au centre de recherche, parce qu'il y avait une mission assez différente qui était finalement de créer l'industrie française des télécommunications, qui a plus tard résulté en un Alcatel et quelques autres entreprises qui sont aujourd'hui à la pointe. L'outil de gestion du dirigeant local, c'était ce qu'on appelait le couple objectif-moyen. Et donc c'était vraiment ce que vous appelez l'efficience. Donc à peu près 2 fois par an, il venait négocier son budget à Paris et disait voilà, je vais faire tant de lignes, je vais avoir telle qualité et j'ai besoin de tel budget. Donc il avait un couple objectif moyen et en fonction de ses résultats, le budget l'année de la période suivante était modulé. C'est-à-dire si il prouvait qu'il était capable de l'atteindre, effectivement, en général, il prenait des objectifs plus élevés, et il avait un budget supérieur. S'il n'y arrivait pas, à ce moment-là, ça se passait de manière un peu différente. Mais il y avait déjà une espèce de début de comptabilité analytique, puisqu'on essayait de comprendre quel était le rapport entre les objectifs qui étaient pris, en termes de lignes ou en termes de qualité de service, et puis les moyens engagés. Et puis, ce que je devrais mentionner, il y avait quelques services centraux qui étaient chargés, par exemple, de mettre en place et de gérer le réseau national qui connectait finalement chacune de ces directions opérationnelles. Dans les années 90, les choses se sont accélérées. Elles se sont accélérées d'abord parce que la technologie a changé. On est passé à une technologie numérique. Elle a changé parce que le contexte a changé et que les États-Unis puis l'Angleterre ont engagé une vague de déréglementation. Pas de privatisation partout, puisqu'aux États-Unis, AT&T était déjà un monopole, mais privé. En Angleterre, le British Telecom était par contre une administration. Mais ce qui était important, c'était pas tellement le statut de l'entreprise, c'était le fait que on cassait le monopole pour créer de la concurrence. Et donc, la pression est arrivée en France de la même manière. Et le gouvernement, qui va être le gouvernement Balladur de l'époque, avec Gérard Longuet, a entamé une première brèche dans le monopole en autorisant un certain nombre d'entreprises qui n'étaient pas France Télécom à fournir des services aux entreprises. Donc nous sommes passés à un statut différent. Je vous raconte le statut parce que c'est très important, parce que symboliquement ça changeait la manière dont l'ensemble du personnel se voyait. On est devenu ce qu'on a appelé un établissement public autonome. Ça, c'était la loi Kiles, donc de 1990. Et cette loi instaurait une liberté de gestion beaucoup plus importante. On restait un établissement public, mais on avait ce qui s'appelait le PRD, donc qui était l'espèce de budget prévisionnel de recettes et de dépenses, que vous devez connaître, j'imagine, par cœur. Pour nous, c'était pas une nouveauté parce qu'en fait, les PTT disposaient d'un budget annexe depuis 1923. Et donc, depuis 1923, on mettait en regard les dépenses et les recettes. Et d'ailleurs, on a toujours été attentif à ce que ce budget soit en excédent. Donc, depuis 1923, on apportait au budget général et on n'en enlevait pas. En fait, le statut était un petit peu à la traîne de la pression concurrentielle. On commençait à avoir de la concurrence. SFR était devenu notre concurrent sur les mobiles. Il y avait un début de concurrence sur les cabines téléphoniques, qui s'est d'ailleurs terminé assez rapidement. Et puis sur les services à valeur ajoutée qui étaient vers les entreprises, il y avait aussi pas mal de concurrence. Et donc ça, c'était l'aiguillon qui nous stimulait, qui nous obligeait à changer. Et à partir du moment où il y avait cette concurrence, la notion d'efficacité ou d'efficience, mais en tout cas de faire quelque chose avec les ressources qui ne soit pas uniquement, je dirais, de la construction de lignes, mais essayer de faire des lignes qui rapportent de l'argent, est devenue plus importante. Et puis après, à partir de 1995, on est devenu une société anonyme
avec donc là une gestion tout à fait classique, même si l'État était majoritaire. Et puis après, petit à petit, l'État s'est désengagé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'évolution, ça a été de supprimer l'échelon de direction opérationnelle, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce qui était important pour nous, c'était pas d'être au niveau d'un département, qui était une juridiction administrative, mais c'était au niveau soit d'un bassin d'emploi, et ça c'était vraiment important pour nous, soit d'une zone économique. Et donc on essayait de créer des zones qui avaient une logique économique. Et cette logique économique, on la voyait à la fois, je vous dis, par le bassin d'emploi et par la zone de chalandise. Donc on a petit à petit supprimé les directions opérationnelles et regroupé ce qu'on appelait les DR. Par exemple, on avait une DR à Pau, une autre à Tarbes, une à Toulouse. Et après, quand vous regardiez le nombre de personnes qui habitaient ces directions régionales, ça n'avait pas de sens. Vous aviez une direction à Paris qui couvrait des millions de personnes, et puis dans le sud-ouest, vous en avez, je pense qu'il y a des gens d'entre vous qui sont dans le sud-ouest, j'ai absolument rien contre le sud-ouest. Ma belle famille vient du sud-ouest, donc c'est un très beau pays, mais on avait là des entités qui n'avaient pas la taille critique. Et donc, cette notion de taille critique était vraiment ce qui, pour nous, finalement, guidait l'évolution. Donc, le directeur régional était le baron à cette époque-là. Il était le responsable local de toutes les activités, à part quelques activités qu'il dépassait, mais il était responsable des agences commerciales, il était responsable de la production de lignes, il était responsable de la qualité du service téléphonique, etc. Et surtout, il commençait à gérer le bassin d'emploi. C'était très important parce que dans cette époque-là, à partir de 1995, comme la concurrence arrivait, notre gros défi a été de faire passer des gens du technique vers le commercial. Pas tellement dans un souci de rentabilité, mais j'y reviendrai un petit peu après, dans un souci de passer de ce que j'appelle le back-office au front-office. En fait, quand vous êtes dans le service, ce qui est important, c'est les gens qui font face aux clients. Et après, les processus qui sont derrière, vous essayez de les améliorer le mieux que vous pouvez, mais la qualité du service telle qu'elle est perçue par le client, elle est liée au nombre de gens qui font face aux clients. Et donc, on a fait basculer des dizaines de milliers de personnes du technique vers le commercial. L'une des raisons pour lesquelles on pouvait faire ça, c'était qu'on avait une qualité de service extraordinaire. Le dérangement d'une ligne téléphonique, c'était une fois tous les 13 ans. Donc, vous n'aviez pas besoin d'avoir des kilomètres de gens qui attendent dans les établissements pour aller réparer les lignes. Elles fonctionnaient très bien. Et une fois qu'on a installé toutes les lignes téléphoniques dans les années 90, la croissance était terminée. Donc, tous les gens qu'on avait recrutés pour installer les lignes, en fait, n'avaient plus d'utilité. Et donc, on les a reconvertis. Ça a été un mouvement social très complexe, avec énormément de formation. C'est évidemment pas toujours possible. Il y a des gens qui avaient horreur du commercial et qu'on ne pouvait pas mettre au commercial. Mais au bout d'un moment, la notion qu'on avait, c'était quand même que il était assez difficile pour quelqu'un dans l'entreprise de ne pas se trouver à un moment donné avec un client au bout du téléphone. Même quand vous êtes responsable du service après-vente ou du service aux utilisateurs, vous devez répondre à des clients. C'est pas du commercial, vous n'êtes pas là pour vendre. Enfin, il faut leur répondre. Donc c'était très très important. Et ce qu'on a fait dans ces années-là, c'est qu'on a commencé à faire un rattachement fonctionnel des entités qui étaient commerciales ou techniques à des services nationaux. La situation est devenue un peu plus compliquée parce qu'en parallèle, on a lancé des entreprises, Itineris, qui après est devenu Orange, qui s'occupait du téléphone mobile et qui avait ses propres implantations techniques, qui avait ses propres boutiques. Donc il y avait un deuxième réseau, si vous voulez, qui se superposait au premier réseau et qu'il fallait gérer localement. Et puis après, on a aussi lancé Wanadoo dans les années 90, qui était le fournisseur de services Internet. Et là, de la même manière, il avait sa propre logique. Donc, on commençait à avoir sur le territoire 3 réseaux parallèles qui fournissaient des services de télécommunication et qui ressortissaient tous de la même entreprise. Et donc, on est allé, à partir de, je dirais, 2002, quand Thierry Breton est arrivé, il y a eu un mouvement de concentration
où on a racheté les minoritaires de nos filiales pour faire en sorte que finalement toutes les entreprises du groupe fonctionnent sous une seule bannière. C'est ce qu'on a appelé la convergence donc du mobile, du fixe, de l'Internet, pour dire les télécoms modernes, ce qui est votre vécu à tous aujourd'hui, pour vous, le fixe, le mobile, l'Internet, tout ça, c'est la même chose, c'est les télécoms. Et donc, on a fait un énorme effort de réintégrer tout ça. Et en faisant ça, on est arrivé à la situation que je vous décris ici. Nous avons 11 directions territoriales. Et donc, on en a fusionné de plus en plus de directions régionales pour arriver à ce niveau de direction territoriale. Alors, elles ont une découpe un petit peu bizarroïde. J'ai essayé de récupérer la carte, mais pour des raisons qui tiennent à mes incapacités informatiques, j'ai pas réussi à le faire. On a quelque chose qui est le Nord-Pas-de-Calais, qui est à peu près logique. On a un truc un peu bizarre qui est Normandie-Centre, qui part de la Normandie, qui va jusqu'au centre de la France. On a l'Ouest, qui est la Bretagne, si vous voulez. Après, on a quelque chose qui est l'Aquitaine et qui va jusqu'au Pays Basque. On a le Midi-Pyrénées, et puis on a Rhône-Alpes, on a la région lyonnaise, et puis après on a tout ce qui est Franche-Comté, et puis après l'Alsace-Lorraine. Puis il y a Champagne-Ardenne aussi. Bon, donc c'est une découpe qui n'est pas du tout liée aux régions administratives, qui n'est pas liée au département, qui est liée, si vous voulez, à notre histoire. Et on a essayé de faire des directions qui sont à peu près équivalentes en taille de personnes ou en taille de business. Et puis après, on est aussi obligé de gérer évidemment ce qui est outre-mer, qui sont la Réunion et les Caraïbes. La situation, elle est particulière parce que là, je vous ai beaucoup parlé de la France, mais pendant toute cette histoire, on est devenu une entreprise internationale. Dans les années 90, on avait pris pied en Amérique latine, on avait commencé à acheter des parts au Mexique et en Argentine, et puis après on a acheté l'opérateur Orange, on a acheté d'autres opérateurs. Aujourd'hui, on est présent en tant qu'opérateur fixe ou mobile dans 27 pays, et on est présent pour servir les entreprises dans pratiquement tous les pays et territoires du monde. On a des laboratoires de recherche qui sont partout dans le monde, aussi bien en France qu'aux États-Unis qu'au Japon. Et donc, si vous voulez, là je vous parle de la France, mais la France, ça représente 50% de l'ensemble du personnel de France Télécom. Les autres sont hors de France. Donc on n'est plus du tout... c'est pas un problème de capitaux, hein, c'est simplement un problème de où est-ce qu'on est présent. Et donc la langue de travail est forcément l'anglais, parce que quand vous voulez mettre autour de la table des Slovaques, des Jordaniens, des Égyptiens, des Camerounais et des Français, la seule langue que vous pouvez trouver pour qu'ils travaillent, c'est l'anglais. Donc là, je vous parle de ce qu'on a fait en France, qui était évidemment très important pour nous, qui reste le pays et qui reste 40% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose de très important. Mais en dehors de France, on fait quelque chose de très important. Donc les directions territoriales sont principalement aujourd'hui gestionnaires des bassins d'emploi. Donc elles ont des objectifs de gestion. Donc là, c'est vraiment d'efficience, c'est-à-dire on regarde le chiffre d'affaires, on regarde le nombre de personnes et on fait un espèce de benchmark permanent pour s'assurer que les ressources que ces gens utilisent sont à peu près égales. Alors après, il y a des écarts et évidemment, chacun est loisible d'expliquer pourquoi il y a des écarts. Et puis bien sûr, il y a des résultats commerciaux, financiers, mais si vous voulez, financièrement, on n'a pas l'autonomie d'une direction territoriale. Hein, l'échelon, je dirais, de gestion, c'est vraiment le pays France. Par contre, et j'en ai dit un mot tout à l'heure, et je crois que ça c'était vraiment important, quand j'ai préparé cet exposé, j'ai discuté un petit peu avec les gens qui ont mené cette réorganisation depuis 4-5 ans. C'est la prédominance du front office qui a été le moteur de cette transformation. Et donc, le SAV, donc le service après-vente, ou le SAU, qui est le service aux utilisateurs, vous n'êtes pas forcément en panne, mais vous avez peut-être eu affaire parfois à un agent de France Télécom parce que la Lightbox ne marchait pas, ou certains d'entre vous ont peut-être eu le plaisir d'appeler Free et d'avoir des problèmes aussi compliqués.
Donc en fait, avec la complexité de la technologie, on est arrivé effectivement à mettre en place ces fameuses hotlines qui sont les assistances à l'utilisateur. Et donc, on a été de plus en plus amené à regrouper tout ça sur des plateaux qui répondent au téléphone. Et ça, c'était très important pour nous. Et l'autre point que je mentionne ici, alors j'ai utilisé le terme que nous on emploie, vous pourrez l'utiliser ou le transposer dans votre jargon à vous, mais on appelle ça le self-care. Si vous êtes aujourd'hui client d'Orange, vous pouvez aller sur le portail d'Orange et vous pouvez gérer vos lignes, vous pourrez gérer vos services tout seul. Il n'y a plus du tout l'assistance d'une personne. Donc c'est l'accès informatique. Le self-care, c'est le fait que vous-même, vous êtes capable de commander de nouveaux services, de modifier les paramètres de votre ligne. Et pour être tout à fait honnête, ça se fait très simplement. Moi, j'ai une résidence secondaire et j'ai un abonnement en résidence secondaire. Et donc, avant d'y aller, j'allume la ligne. Et puis, quand je pars, j'éteins la ligne. Et quand j'éteins la ligne, elle ne coûte plus rien. Alors, oui, c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est très bien. Malheureusement, ils l'ont pas fait pour la DSL pour des raisons qui m'échappent encore. Mais alors, ah oui, d'accord. Bon, je pense que un des messages importants, c'est que on est passé, et c'est pas ce que je vous dis là, c'est pas du jargon managérial ou d'idéologie capitalo-bestiale. C'est vraiment la difficulté qu'on a. On a une pyramide des âges qui fait que dans 2 ans, on va avoir des vagues de gens qui vont partir à la retraite. Et donc, on est vraiment dans une réorganisation permanente. Et le rôle de ces managers, de ces directeurs territoriaux, c'est vraiment de gérer les bassins d'emploi, de se demander comment je fais, est-ce que je fusionne ces 2 entités, et puis j'ai tous ces gens-là qui vont partir à la retraite dans 2 ans, il faut que j'en embauche, mais en même temps, l'informatique a changé, les services ont changé, donc finalement, là où j'avais besoin de 3 personnes, j'en ai plus besoin que d'une, mais où, comment? Donc c'est vraiment des réflexions qui sont le quotidien de ces managers. Et puis évidemment la concurrence, parce que si vous avez un concurrent que vous une boutique en centre-ville et que vous êtes dans une boutique qui n'est pas en centre-ville, eh bien vous perdez instantanément des parts de marché. Donc il faut aller retrouver une boutique pas très loin de là où est le concurrent, réinvestir, donc il faut que les gens viennent. Donc cette adaptation permanente est vraiment nécessaire. Alors, le petit paragraphe après, je l'ai récupéré d'une présentation que j'ai demandé justement à l'un de ces managers. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour gérer ce changement permanent? Et donc, il m'a fait un petit discours de la méthode. Il m'a dit, d'abord, effectivement, son boulot, c'est énormément de communication. D'abord auprès des cadres. Et donc, il a un encadrement avec qui il est en connivence assez forte. Et une fois qu'il a préparé son changement, il va voir les populations, donc il a énormément d'explications, de discussions avec le personnel, avec les organisations syndicales qui sont pour nous des partenaires essentiels, et puis les instances représentatives du personnel, puisque on a des comités d'entreprise, comités d'établissement et toutes sortes de choses où la vie n'est pas une partie de plaisir pour ces managers de terrain, parce que les IRP font leur boulot et donc défendent assez chèrement leur mandant. Mais de toute manière, je pense que clairement, à chaque fois qu'on fait une réorganisation, il y a des contreparties, on est obligé de regarder de la formation, des primes, des mesures d'accompagnement qui font que on peut faire ce changement. Donc c'est ce que je vous ai mis là, la formation, financier, les risques. Et puis définir le rythme du changement qui est très important et donner cette idée qu'on donne vraiment maintenant, qui est de dire, écoutez, le changement c'est permanent. Donc ne vous attendez pas à vous trouver dans une structure, une organisation qui va rester là pour l'éternité. À tout moment, on peut être obligé de changer. Alors ce petit diagramme pour vous... que j'ai tiré d'une présentation qu'on a fait pour un certain nombre d'élus, pour expliquer un petit peu justement ce qu'on a fait. Et vous voyez, en 2006, on avait l'Internet, Wanadoo, le fixe, France Télécom, le mobile Orange, et à chaque fois, on avait 3 entreprises finalement qui attaquaient le client de manière différente. Ce qu'on a fait en 2 ans là,
ça a été de fusionner tout ça et de faire en sorte que y ait au niveau d'une direction qui s'appelle Opération France, qui est donc l'entité de gestion, hein, au niveau du siège, et qui gère le marketing. Vous voyez, donc on a marketing, commercial grand public, etc. On a gardé, et je crois que ça c'est important, des directions régionales, dont le rôle principal est les relations avec les collectivités locales. Et je reviendrai, je vous ai fait un petit transparent là-dessus, parce que on a une relation amour-haine avec les collectivités locales qui est assez particulière. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, on essaye, les centres d'appel, c'est pour nous, évidemment, un élément vital de notre métier, parce que c'est là où se passe une énorme partie de la relation avec les clients. Les centres d'appel, on s'aperçoit qu'ils ont une taille optimum. S'ils sont trop petits, ils ne sont pas rentables, ils ne sont pas efficaces. Donc, on a diminué, vous voyez le nombre de centres d'appel, on est passé de 215 à 120, et vous voyez qu'on a à peu près gardé le même nombre de sites qui sont supérieurs à 100 personnes, mais on a surtout diminué les petits sites qui étaient inférieurs à 50 personnes. Donc, l'optimum pour un plateau, pour nous, c'est entre 50 et 100 ou quelques gros sites. Et vous voyez ici, ça c'était les clients fixes Internet, et ça c'est les clients mobiles. Vous voyez de la même manière, on a considérablement diminué le nombre de petits centres. Et les petits centres, c'était le poids de l'histoire, parce qu'effectivement, au début, quand on a fait cette conversion du technique vers le commercial, on a créé des plateaux, on a dit aux gens, écoutez, vous allez aller sur un plateau local. Vous n'allez pas partir à l'autre bout de la France. Mais petit à petit, comme le temps passe, on a créé ces regroupements qui sont essentiels pour nous, parce que effectivement, on mesure de très près la rentabilité, donc l'efficience de ces systèmes-là. Alors, quelques chiffres, je ne vais pas vous les détailler, mais vous voyez qu'on est une entreprise qui est excessivement présente sur le territoire français. On a aujourd'hui des agences France Télécom qui sont au nombre plus de 600, donc ça fait quand même énorme. Et là, depuis peu, alors régulièrement, on revisite l'emplacement de ces agences. Les zones de chalandise bougent, et donc régulièrement, on essaye. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, les centres-villes étaient un peu désertés. On était plutôt dans les centres commerciaux. Les centres-villes commencent à être repeuplés, redynamisés. On revient dans les centres-villes. Là, récemment, à Bordeaux, on a ouvert une boutique qu'on appelle Flagship, qui est une boutique moderne, toute neuve, assez grande. Et vous voyez, donc, on a aussi des réseaux qui sont des réseaux partenaires. Donc, on n'est pas, nous, uniquement propriétaires de nos réseaux. On s'appuie sur des réseaux dans lesquels on a une participation, photostation, photoservice, ou les Mobistore. Et donc, voilà, vous avez quelques chiffres là. Vous voyez, commercial grand public, on a près de 30 000 personnes. Donc, c'est colossal. Et on a aujourd'hui 36 000 salariés dans le domaine technique, alors qu'avant, si vous voulez, on avait pratiquement quelques milliers de salariés dans le commercial et tout était dans le domaine technique. Un mot sur les collectivités locales. Donc on a dans chaque direction régionale qui est inférieure aux directions territoriales, qui couvre grosso modo un ou deux départements, un directeur régional dont le boulot est vraiment de traiter avec les collectivités locales, que ce soit des conseils généraux ou des maires. On a une difficulté avec ces gens-là parce que la loi leur permet de faire des réseaux. Et donc, il y a une dizaine d'années, ils ont commencé à créer des réseaux de télécom en mettant de l'infrastructure que leurs moyens financiers leur permettaient. Et puis, l'idée de la loi, c'était qu'en fait, ils pouvaient vendre ces télécommunications en gros à d'autres acteurs. Et l'idée qui était, ma foi, excellente, c'était de dire on va combattre le défaut de rentabilité. Parce que nous, opérateurs privés, ou nos concurrents d'ailleurs, et encore plus nos concurrents que nous, il y a des moments donnés, on se pose des questions. Aller mettre des télécommunications, de la DSL dans un coin reculé pour 2 abonnés, on n'arrivera jamais à rentabiliser l'investissement. Par contre, c'est une question d'aménagement du territoire. Et donc là, l'idée, c'est de dire il faut que les collectivités locales participent. Donc elles ont effectivement mis en place des délégations de services publics qui leur permettaient de faire ces réseaux, qui bénéficiaient donc d'une subvention. Mais là où c'est devenu compliqué, c'est que elles se sont dit, après tout, maintenant qu'on a un réseau, pourquoi est-ce qu'on ne devient pas opérateur à part entière?
Et donc on va faire une DSP, puis on va dire à quelqu'un, est-ce que vous voulez pas venir opérer le réseau régional de tel endroit. Et donc là c'est devenu un petit peu compliqué parce qu'il y avait une distorsion de concurrence. Ces gens-là utilisaient des fonds publics pour faire une opération qui était concurrente à nous qui utilisions des fonds privés. Donc on a été en bisbille pendant un certain temps. Je dirais c'est un petit peu en train de se tasser maintenant. Mais c'était un petit peu compliqué pendant quelques années. Donc on n'avait pas forcément les objectifs tout à fait convergents. Eux avaient leur objectif d'aménagement du territoire et nous on avait notre objectif de rentabilité et il y avait un écart, donc il fallait le gérer. Donc aujourd'hui il y a même quelques projets où ils vont encore un peu plus loin avec des PPP, des partenariats privés-publics, pour faire des choses qui vont encore plus dans l'informatique que dans les télécoms. Alors, là où je m'aventure un petit peu en terrain dangereux, parce que vous êtes beaucoup plus compétent que moi, quelques réflexions sur l'organisation des soins. Pour moi, il y a 3 tendances majeures qui, si je regarde les 10, les 15 ans à venir, qui vont interpeller un petit peu le système de soins. C'est le vieillissement de la population, c'est la montée des maladies chroniques, et puis c'est de plus en plus le fait que les fournisseurs de soins, quels qu'ils soient, se mettent en réseau. D'abord la raréfaction des professionnels. Vous avez vu dans le Monde il n'y a pas longtemps la courbe de désertification du milieu médical. Hein. Le point bas est atteint en 2020 avec 270 médecins pour 100 000 habitants, alors qu'aujourd'hui on est beaucoup plus haut. Et la fameuse liaison ville-hôpital dont on parle beaucoup. Donc, par rapport à ces 3 tendances majeures, moi j'ai distingué 3 choses qui me semblent importantes. Alors, j'ai essayé de projeter un petit peu l'expérience qu'on avait à France Télécom pour vous parler de ça. D'abord, l'accès aux soins. Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose d'assez similaire au problème qu'on a eu nous avec le back-office et le front-office. C'est-à-dire l'accès aux soins, finalement, c'est comment j'organise le front-office. Comment je fais en sorte que les gens, la population, puissent accéder au système de soins. Et donc, à quel moment elle rencontre, quelle est l'interface entre le système et la personne. C'est ce qu'ont fait les Anglais avec leur système, les Écossais avec leur système de triage, hein, nursing. C'est vraiment ça, c'est-à-dire comment on s'organise. Aujourd'hui, il y a le médecin de ville, mais il y a aussi les urgences. Il y a pratiquement pas, enfin à part le SAMU, il n'y a pratiquement pas d'accès téléphonique. Il n'y a pratiquement pas d'accès Internet. Alors là, quand je vais faire un peu de provocation, il y a une dizaine d'années, j'étais responsable pour France Télécom du secteur bancaire, financier et assurance. Et il y a une dizaine d'années, ils se sont complètement révolutionnés en créant la notion de multicanal. Et c'est-à-dire que vous étiez client d'une banque et vous étiez le même client, que vous arriviez dans la boutique, que vous appeliez au téléphone, que vous passiez par Internet ou même par le Minitel à l'époque. Et ça a obligé à repenser entièrement l'organisation des banques, à repenser entièrement l'informatique des banques. Nous, on a un peu la même chose aujourd'hui, puisque quand vous appelez, vous êtes dans une boutique, ou vous passez par l'Internet, vous êtes toujours le même client. Et donc, ça nous a obligé à créer un dossier client qui était indépendant du mode d'accès. Quelque part, dans le système de soins, il y aura un petit peu la même chose. Hein. Il faut qu'à un moment donné, quand on accède au système de soins, on puisse vous identifier comme étant cette personne qui, il y a un mois, était à tel endroit, ou il y a une semaine, était à tel autre endroit et a fait telle ou telle chose. Donc c'est vraiment le front office et back office et l'équilibre entre les deux qui, à mon avis, est important. Et puis après, à cause des maladies chroniques, à cause du vieillissement de la population, on voit bien que eh bien, le raccourcissement de la durée de séjour à l'hôpital fait qu'on va accompagner les gens à leur domicile. Donc là, la liaison ville-hôpital, comment est-ce que, en sortant de l'hôpital, j'envoie de l'information au domicile ou aux gens qui vont être autour des personnes, et particulièrement pour les personnes âgées et dépendantes. Et puis le suivi de maladies chroniques, et puis coordination des acteurs. Il faut que je me dépêche, je crois. Je vais terminer. Juste un mot pour vous dire que, quelle que soit la manière dont on appelle ça, on aura besoin, parce que l'ensemble des acteurs de la chaîne de soins forment une espèce de carrousel autour de la personne soignée. On a besoin de coordonner tous ces gens-là
on a besoin de gérer la surabondance d'informations. Donc on aura besoin d'un dossier médical, électronique, informatique, patient, personnel, on l'appellera comme on veut. Dans 10 ans, dans 15 ans, on aura un outil qui ne sera pas forcément parfait, mais on aura un outil qui permettra à chacun de se coordonner. Et j'en ai fini.